Salut tout le monde, bienvenue sur Pharmaplante, la chaîne qui vous parle de phytochimie, de phytopharmacie et de phytothérapie. Je profite de l'occasion pour remercier tous les nouveaux abonnés de la chaîne. Vous venez notamment d'un peu partout, à savoir des pays de l'Afrique de l'Ouest comme le Bénin, le Burkina Faso, le Niger. Et aussi, il y a beaucoup d'abonnés qui viennent de la France et du Canada. Donc merci beaucoup pour votre soutien. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'ail. C'est une plante que nous connaissons tous, hein. Nous utilisons l'ail en cuisine énormément pour nos recettes culinaires et elle a également de nombreux bienfaits dont nous allons parler dans la suite de la vidéo. Les premières traces de l'utilisation de l'ail remontent à plus de 5000 ans. Elle a été localisée au bord de la mer Caspienne dans les plaines des pays d'Asie centrale comme le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, et elle a également été retrouvée en région méditerranéenne et plus précisément en Égypte. L'ail peut se cultiver dans toutes les régions et elle supporte bien le froid et pousse bien dans tous les types de sols. Elle craint seulement ceux longtemps humides en hiver et pour une culture en pleine terre, choisissez un endroit ensoleillé. Il existe de nombreuses variétés d'ail réparties en 3 couleurs principales, le rose, le blanc et le violet. L'ail fait partie de la famille des Amaryllidaceae. Ses feuilles sont alternes et glabres avec un nombre entre 2 et 10 et elles sont linéaires à nervation parallèle, le plus souvent engainantes les unes aux autres, planes, lisses, entières ou cylindriques qui entourent la tige. La tige, quant à elle, mesure en moyenne 40 cm et s'enterre dans le sol et elle va sortir de la partie haute du bulbe. Le bulbe, encore appelé écailleux, peut être de couleur blanche, rosée à violacée, et il est recouvert de feuilles souterraines ne contenant pas de chlorophylle. Ces feuilles souterraines se situent à l'intérieur du bulbe et jouent un rôle de réserve, et quand elles sont à l'extérieur, elles jouent une fonction protectrice. À l'intérieur des bulbes, on retrouve les gousses ou cailleux. Elles mesurent en moyenne 40 cm et il y a 10 à 15 cailleux selon le type de variété d'ail. Les gousses sont individuellement entourées d'une tunique protectrice et possèdent en leur centre un petit bourgeon. Chaque gousse est capable de redonner un nouveau bulbe. Les racines de l'ail sont adventives et prennent naissance sous le bulbe au niveau du plateau correspondant à la tige souterraine. Cette plante a une inflorescence qui se caractérise par une ombelle simple sphérique protégée par 2 bractées soudées appelées spates. Cette spate est membraneuse et enveloppe l'inflorescence avant la floraison puis s'ouvre sur un côté. Pour finir, l'ombelle apparaît à l'extrémité d'une hampe pleine ou tige florale, d'abord enroulée en crosse, puis qui se redresse et devient rigide. Ces fleurs sont actinomorphes, primaires, régulières, et elles sont blanches ou rougeâtres entourées de spates caduques, univalves, terminées en pointe très longue, alors que le préianthe est connivent en cloche. Elles présentent 6 tépales et 6 étamines soudées. Si l'ail a une aussi bonne réputation pour ses vertus thérapeutiques, c'est bien évidemment à cause de ses nombreux composants chimiques divers et variés. Les principaux composés actifs de l'ail sont l'alliine et la lysine. Ce sont des composés soufrés. L'alliine est le précurseur de nombreuses molécules volatiles d'intérêt et est transformée en allicine par une enzyme appelée alliinase. La lysine possède des effets antibactériens, antifongiques, antiparasitaires et hypoglycémiants. La lysine va s'oxyder pour donner les ajoènes. On y retrouve notamment le diallylsulfide, le diallyl-disulfide et le diallyl-trisulfide. Les ajoènes jouent le rôle d'antioxydants en inhibant la libération de radicaux superoxydes et jouent aussi des rôles antithrombotiques et antilipidiques. Sa fraction glucidique est composée de monosaccharides comme le fructose et de disaccharides comme le saccharose. Quant aux trisaccharides, on a de la raffinose, des tétrasaccharides et des polysaccharides comme l'inuline. Sa fraction lipidique est composée d'acide linoléique et de phosphatidylcholine qui favorise le stockage de l'énergie sous forme d'huile. Comme beaucoup de plantes, elle va être riche en composés azotés, notamment les acides aminés comme la lysine ou l'acide aspartique par exemple. Quant aux vitamines, c'est le classique, hein. Vous y retrouvez des vitamines essentielles comme la vitamine C et la vitamine B1. L'ail contient une large quantité de minéraux tels que le calcium, le phosphore, le magnésium et le sodium. Et contrairement à beaucoup de végétaux, elle est riche en sélénium.
Pour son action pharmacologique, l'ail a des propriétés antihypertensives. L'action antihypertensive est principalement réalisée par l'extrait d'ail vieilli, puisque celui-ci permet une diminution de la pression artérielle au niveau systolique et diastolique et également une correction des bradycardies par activation de la voie cholinergique. Elle a des propriétés antidiabétiques car la supplémentation d'ail avec un traitement antidiabétique procurerait un meilleur contrôle chez les patients atteints d'un diabète de type 2. Les composés soufrés et les AGN diminuent l'accumulation des plaquettes dans le sang, ce qui lui confère des propriétés anticoagulantes. Elle a aussi des propriétés antibactériennes et cela s'explique par le fait que l'ail agit sur les bactéries à gram négative et à gram positive, incluant certaines espèces comme Escherichia coli, Salmonella, Staphylococcus, Streptococcus et Mycobacterium tuberculosis par exemple. Autre action anti-infectieuse de l'ail sont ses propriétés antifongiques. Et ici, il faut savoir que la lysine est le principal composant responsable de l'inhibition de la croissance fongique. Elle possède donc une activité fongicide et fongistatique. La lysine pure montre une haute activité antifongique sur les candidoses par exemple. Pour faire suite aux propriétés antifongiques, elle a aussi des propriétés antiparasitaires. Et ici, la lysine inhibe la croissance des cultures d'Amoeba et inhibe également la virulence des trophozoïdes comme Entamoeba histolytica et Giardia lamblia qui sont des parasites protozoaires humains de l'intestin. Pour finir avec les actions anti-infectieuses, elle a aussi des propriétés antivirales. L'action antivirale est présente dans les différentes préparations d'ail comme la poudre d'ail, le macérat, l'ail distillé et l'extrait d'ail vieilli. Elle est antivirale contre le cytomégalovirus, l'herpès de type 1 et de type 2, le para-influenza virus de type 3 et le rhinovirus de type 2. Dans l'ail, les AGN ont une activité antivirale supérieure à la lysine. Pour boucler la boucle, elle a aussi des propriétés anti-inflammatoires, hypocholestérolémiantes et antioxydantes. En phytothérapie, on utilise l'ail sous plusieurs formes. On utilise directement les gousses qu'on peut couper ou également on peut extraire l'huile essentielle d'ail ou on peut également utiliser la poudre d'ail. Donc, comment extraire l'huile essentielle d'ail? Premièrement, à l'aide d'un couteau, écraser les gousses et retirer la peau. Déposez-les ensuite dans le fond d'un bocal en verre hermétique. Deuxièmement, versez de l'huile végétale dans le bocal et fermez-le et retournez-le à plusieurs reprises. Pour finir, placez le bocal au réfrigérateur et laissez macérer pendant au minimum 2 jours avant utilisation. Quant à la poudre, comment l'obtenir? Au début, épluchez et émincez les gousses d'ail. Ensuite, faites-les sécher au déshydrateur pendant 15 heures ou au four à température minimum pendant environ 1h30 à 2h. Enfin, moulez l'ail séché au blender ou avec un pilon et un mortier et vous obtiendrez votre poudre. J'avais parlé précédemment des propriétés antihypertensives de l'extrait d'ail vieilli. Pour obtenir cet extrait, il faut prendre les têtes, c'est-à-dire les bulbes d'ail, et les mettre dans un cuiseur de riz. Maintenez le cuiseur sur la fonction maintien au chaud pour avoisiner les 60 degrés et laissez l'appareil en marche durant au moins 20 jours. N'oubliez pas de retourner les têtes d'ail au bout de 10 jours et placer le cuiseur hors de l'espace de vie pour ne pas polluer l'atmosphère de votre logement d'effluves d'ail. Après 3 semaines, vérifiez que la chair de l'ail est devenue noire ébène, cela prouve ainsi que la fermentation est réussie. Pour finir, séchez les gousses d'ail au déshydrateur pendant 3 à 4 jours ou à l'air libre entre 10 et 20 jours et à l'issue du séchage, vous obtiendrez de l'ail qui est dur. Nous allons maintenant voir quelques recettes de phytothérapie. La première est une recette à propriété vermifuge, c'est-à-dire contre les vers intestinaux. Pour l'utiliser, il faut prendre 3 gousses d'ail et faire une infusion en ajoutant une tasse d'eau bouillante. Il faut prendre cette recette tous les matins pendant une semaine et si elle n'est pas bien tolérée par les enfants, vous pouvez la faire avec du lait. Pour la deuxième recette, vous pouvez utiliser l'ail contre les piqûres d'insectes et pour ce faire, épluchez 2 bulbes d'ail et mettez-les dans un bocal. Ensuite, ajoutez de l'alcool à 45% et achetez de temps en temps. Vous obtiendrez une teinture mère qu'on peut utiliser en compresse sur une piqûre d'abeille ou de moustique, mais aussi dans l'alimentation. La troisième recette dont je vais vous parler
est celle contre les verrues et les cores. En fait, les cores sont des indurations de la peau et s'épaississent et durcissent en réaction à un contact ou une pression répétée. Ces pressions sont causées par exemple par le port de chaussures trop serrées comme les talons ou les chaussures à bout pointu comme les pointinini. Je me demande si c'est toujours à la mode les pointinini. Un mode de vie actif ou comportant de longues périodes debout ou des surfaces dures peut être aussi la cause des cores. Donc pour soigner ces affections cutanées, il faut couper une tranche d'ail en rondelles et la poser sur le corps ou la verrue. Ensuite, fixer l'ail avec un morceau de tissu adhésif et changer la rondelle chaque jour et surveiller. La dernière recette est bien sûr celle contre l'hypertension artérielle. Comme dit précédemment, l'ail vieilli est plus efficace pour traiter l'hypertension artérielle, mais l'ail frais peut être aussi utilisé. Les posologies que je vais vous donner ne sont pas strictes, mais voici ce qui revient le plus souvent dans la littérature. Pour une cure d'entretien, il faut prendre une gousse d'ail par jour, le matin à jeun. Pour une cure forte, il faut prendre 2 gousses d'ail par jour, une gousse le matin à jeun et l'autre avant le repas de midi. Et pour une cure d'attaque, il faut prendre 3 gousses d'ail par jour, dont une gousse le matin à jeun, une gousse avant le repas de midi et l'autre avant le repas du soir. S'il est compliqué de faire vos préparations d'ail à la maison, sachez que vous pouvez retrouver l'ail en pharmacie ou en herboristerie sous plusieurs formes, notamment la forme gélule et l'huile essentielle par exemple. On ne saurait finir sans quelques mises en garde quant à son utilisation. Les effets secondaires les plus communs lors de l'ingestion d'ail sont une halitose, c'est-à-dire une mauvaise haleine et une mauvaise odeur du corps. Il a été rapporté que l'ail cause des troubles digestifs, notamment quand l'estomac est vide ou en cas de forte consommation, tels que des flatulences ou des vomissements. Autres effets indésirables sont les brûlures d'estomac et certaines personnes développent des réactions allergiques liées à l'inhalation de la poudre d'ail, à son injection ou à un contact cutané avec l'ail. Il a été signalé dans des études scientifiques un allongement du temps de saignement chez des personnes traitées par un anticoagulant comme la warfarine et consommant de grandes quantités d'ail cru ou des suppléments d'ail. De par son effet fluidifiant et anticoagulant, il est déconseillé de prendre de l'ail à des doses élevées avant ou après une intervention chirurgicale, car cela peut augmenter le risque de saignement post-opératoire. De même, on évitera l'association avec des traitements anticoagulants. Une autre étude montre que l'ail pourrait également diminuer les concentrations plasmatiques de sakinavir, un médicament utilisé dans le traitement du VIH, et de ce fait pourrait diminuer son efficacité. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, et faites également un tour sur notre chaîne TikTok. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur l'ail et on se retrouve très prochainement pour parler d'une autre plante. Bye bye!